Donc, bonsoir à tous ceux qui sont présents et tous ceux qui écouteront cette interview, cette rencontre entre Véronique Naungrap et Anne-Marie Christina. Voilà, donc Véronique Naungrap, vous êtes chercheuse au CNRS et vous travaillez sur tout un tas de sujets de société. Je suis allée voir sur HAL et sur différentes Kern, j'ai vu qu'il y avait plein de sujets, vous abordez des sujets très très intéressants. Voilà, et donc ce soir, nous allons parler de la différence des sexes entre société et psychanalyse. Donc face à vous, il y aura Anne-Marie Christina, euh, présidente de l'association de psychanalyse moderne, psychanalyste, voilà. Et donc j'espère que tout le monde sera là et sera intéressé par cette rencontre, voilà, qui nous apportera un grand intérêt. Voilà, je vous laisse la parole. Je vais d'abord laisser la parole à Anne-Marie, qui a préparé un petit texte, et ensuite vous pourrez commencer à échanger toutes les deux sur ce sujet de la différence des sexes. Alors, merci à toi, Laurence, hein. J'ai bien, on est présenté, on a l'impression d'être sur un ring. On va bien s'amuser face à qui sort les gants de boxe, Véronique. On va bien s'amuser. Alors, je vais sortir enfin, quelques bricoles et terminer. Voilà, je vais commencer. À la naissance, nos organes génitaux déterminent biologiquement et socialement notre sexe, féminin ou masculin. La notion du genre, c'est la construction des rôles masculins et féminins et des rapports homme-femme, alors que sexe fait plutôt référence à la biologie, être né homme ou femme. La différence des sexes, c'est le corps et le milieu dans lequel il est plongé. Nous apercevons que la différence des sexes dans le milieu culturel n'est pas définie par des valeurs universelles ancrées dans une nature biologique commune, mais plutôt par des constructions culturelles. En psychanalyse, on relève l'asymétrie des rôles homme-femme. La différence relève surtout de ce que chacun se fait comme idée de lui-même face à l'autre, être témoin de l'existence de son corps et de sa différence, celui qui justifie l'identité sociale. Freud disait que les constructions théoriques de la masculinité pure et de la féminité restaient incertaines. Donc, il n'a rien trouvé, Freud, hein. Il est encore en train de chercher. Alors là, j'y vais, hein, moi j'y vais à fond. Le petit garçon découvre qu'il a un zizi. Il est surpris et très fier de ce quelque chose en plus. La petite fille crie: Et moi, pourquoi je n'ai rien, en découvrant qu'elle n'en a pas? Alors la petite fille ressent le manque et désirera toute sa vie ce petit plus qu'elle n'a pas. Dans un acte de bienveillance certain, le petit garçon acceptera de lui prêter de temps en temps pour en jouir. Je te prête cela, car cela me fait du bien, mais tu me le rends. Il fuira également cette petite fille, car elle pourrait lui prendre et l'avaler, le privant de ce fait de sa virilité. Le petit garçon aura toujours la crainte que la petite fille lui prenne ce qu'il a en plus, et la petite fille désirera toute sa vie ce qu'elle a en moins. Ils trouveront un accord dans la jouissance, dans le sexe, où chacun donnera à l'autre la possibilité de jouir de ce qu'il a et de ce qui lui manque. Ce que l'homme n'a pas compris, c'est que la véritable puissance de la femme est dans son cerveau, je suis désolée messieurs, et qu'elle n'a pas besoin d'avaler pour être puissante. Et puis on nous apprend bien enfant qu'il faut toujours rendre ce que l'on a emprunté. Cela nous renvoie inévitablement à l'angoisse de castration du petit garçon et à la blessure narcissique de la petite fille. Dans chacun de nous, il y a une part de yin et yang. La différence entre chaque individu en dehors d'une société genrée se fait dans cet équilibre qui nous appartient et acte notre différence. Le sexe renvoie à la construction anatomique, le genre renvoie à la construction psychologique et sociale du sexe. Le symbole de la femme qui avale le sexe de l'homme doit peut-être nous interroger sur la puissance qui revient, où l'on revient à la mère. Alors, je vivais dans ce livre Le désir et la putain d'Antonio Fuccetti et Elsa Kayak, évidemment, où la sexualité masculine rejoint le manque. Alors, je vais terminer par un peu d'humour parce que mes collègues m'ont bien lancé là-dessus. Alors, une patiente m'a dit, si on donnait un phallus à la femme, elle aurait double puissance, cerveau plus phallus. Si on le retirait à l'homme, que lui resterait-il? C'est une patiente, hein, vous reprendrez si vous voulez. Alors moi, je parle aussi, le cerveau masculin, c'est pas le cerveau féminin. Un homme, il va regarder cuire les nouilles pendant 3 heures. La femme, alors les nouilles, elles vont être parfaites, il va être très fier. La femme, elle va mettre les nouilles à cuire. Pendant ce temps-là, elle va faire la vaisselle, elle va faire le ménage, etc. Mais elle va cramer les nouilles. Donc on n'est pas fait, scientifiquement parlant, au niveau de la même façon. Je vais terminer par une phrase de Patrick Bergman. Il n'est pas là, mais s'il écoute après, ça va le faire sourire. Le jour où les femmes ouvriront les bouteilles de champagne et les portières de voitures, l'humanité ne devra plus rien aux hommes. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets
Moi, je partirais plus dans la sexualité, mais je sais pas si je pense que ça va pas être ton sujet. Véronique, je pense que tu vas pas partir dans ça en premier, en tout cas. Je vais y partir à un moment donné parce que le phallus et l'homme, pour ça, en psychanalyse, c'est tout un programme. Je dirais simplement que non, je ne dirais rien pour l'instant. On va partir dans autre chose. On finira dans ça à un moment donné, à moins que quelqu'un ne veuille pas aller dans ce sujet-là. Mais en psychanalyse, on va automatiquement là-dedans. Alors, quelle question que je pourrais te poser? Parle-moi de la différence des sexes dans le milieu culturel. Alors, merci de m'avoir invité et merci à toi d'être comme ça, d'ouvrir ce dialogue avec des sciences sociales qui forcément, comment dire, frôlent les récits psychanalytiques, la discipline psychiatrique, frôlent sans jamais rentrer dans l'herméneutique psychanalytique. Sinon, on quitte les sciences sociales. Et donc, c'est toujours un exercice un peu délicat. La différence des sexes, c'est un énorme problème étudié par toutes les disciplines en réalité, y compris l'éthologie. Et l'anthropologie, contrairement à l'histoire ou la sociologie, voudrait s'ancrer dans une temporalité qui comprend tout le faire société de l'espèce humaine. C'est-à-dire, on prend les 300 000 ans, même si on n'a pas de texte. Et c'est parce qu'il a bien fallu, il a nécessairement eu lieu des systèmes de fabrication du social où on est passé des groupes un peu très proche de nos cousins primates des sociétés animales jusqu'à un faire-société qui se différencie, qui se complexifie de plus en plus de l'espèce humaine. Et donc, si je prends cette chronologie, ça veut dire que pour les anthropologues, au moins pour mon prof François Héritier, le fait qu'on soit une espèce de mammifère, donc mamelle, a des implications. Alors, le problème que nous avons là actuellement, c'est que toute une branche de la sociologie féministe et de la pensée féministe très sophistiquée, très courageuse, voulant bouleverser les schémas, et il faut toujours louanger ça, a pris comme, comment dire, comme tête de turc Oni, objet de haine, ce qu'ils appellent eux-mêmes l'essentialisme biologisé, toujours ethnocentré, etc., qui consiste à biologiser le corps de l'être humain dont nous parlons. Et si je dis déjà le mot femme, c'est déjà une façon de le biologiser pour cette pensée-là de féminisme très sophistiqué avec lequel on peut avoir un dialogue, mais pour le moment, moi, j'en reste à la problématique anthropologique. Donc, nous sommes une espèce mammifère. Ça veut dire que l'essentiel de notre différence n'est pas tant peut-être la différence de ce qu'on a, comme disait Kant, le corps est un peu différent, mais la tête, c'est pareil, du point de vue de l'exercice de la raison, du point de vue de l'exercice de la conscience. Ce qui veut dire, si on accepte l'égalité, ça veut dire qu'on accepte aussi que les femmes soient aussi atroces que les hommes, aussi tordues que les hommes, aussi perverses, narcissiques que les hommes, parfois. Et donc, on ne donne pas de qualité morale à aucun des deux sexes. Aucun sexe n'a le privilège ou le monopole d'avoir une éthique plus importante ou authentique que l'autre sexe. Donc, cette différence tient à quelques caractéristiques corporelles dont la psychanalyse s'occupe essentiellement, mais aussi essentiellement sur la façon de faire les enfants. Or, la différence là, elle n'est pas symétrique inverse, c'est-à-dire qu'avec la différence sexuelle, la petite fille n'a pas de phallus, mais elle a un espèce de conduit inverse, symétrique inverse dans lequel le phallus peut rentrer. Il y a un peu une espèce d'opposition et de face à face dans la sexualité, très égalitaire, où on ne sait pas qui dévore qui, parce que lui, il dit je te possède, et elle dit je t'avale, et on ne sait pas qu'il y a une espèce de face à face de la sexualité qui est très intéressant, je trouve. Mais la vraie différence, qui n'est pas une différence symétrique inverse, c'est-à-dire que c'est une différence non imaginable, c'est pas comme la lune, le soleil, le jour, la nuit, -2, +2. C'est le fait que pendant 9 mois, et ces 9 mois sont très importants, et peut-être qu'il faudrait compter aussi les quelques secondes où l'enfant n'existe que dans la lueur de désir que l'homme pose sur la femme, et réciproquement, au moment où ils vont avoir cette fameuse acte sexuel qui fait que, malgré les lois mathématiques, de deux êtres humains, on a un troisième.
quand même une chose assez extraordinaire. Et donc, et ce qui fait que c'est pas imaginable, ça pourrait être différent. Pour les escargots, c'est différent. Pour les sociétés animales, c'est extrêmement différent. Mais pour les mammifères, eh bien voilà, elle porte l'enfant pendant 9 mois, pendant lesquels elle est quand même un peu handicapée dans la plupart des cultures connues, même non occidentales. On s'en occupe, on fait attention. Et après, pendant 6 ans au moins, puisque vous le savez, l'enfant est frappé, humain est frappé de néothénie, il ne peut pas survivre, il dépend de la qualité du lien, pas seulement alimentation, etc., mais intelligence, good enough, c'est-à-dire on survint, hein, good enough, on ne demande pas la lune, mais juste le minimum. Après l'être humain, nous on se débrouille, on survint, on se débrouille. Mais il faut quand même quelque chose qui vienne des maternaux, qui soient hommes, femmes, animaux, même si, quels qu'ils soient les maternaux, la concierge d'en bas, si l'enfant est abandonné, et donc la qualité entre 0 et 6 ans, peut-être 12 ans, qui entoure la croissance extraordinaire de l'être humain qui passe de quelques dizaines de centimètres à 1,80 m pour les hommes moyenne ou 70, qu'importe, vous voyez une croissance absolument inouïe, que même la girafe, il y a peu de mammifères qui ont une telle croissance. Ça veut dire que tout ce qui est Homo sapiens et dans cette croissance, c'est vraiment ce qui était chez lui d'inné, c'est la capacité d'acquérir. Et le fait, tout ce qu'il acquiert, le change et le transforme. Et là est la clé de tout ce dont on parle. Et ce changement et cette transformation absolument inouïe, quand les éthologues nous disent c'est lié à la néothénie humaine, est tout à fait à mettre en relation avec cette période extrêmement euh, sacrée dans beaucoup de sculptures différentes les unes des autres, et prise comme un moment très particulier que nous, on va appeler l'enfance. Comme avait dit Zoé Eldenbourg, l'enfance, ce grand passé commun à toute l'humanité, ce grand passé commun à toute l'humanité, où le petit bébé va se transformer en un adulte intégré dans sa propre culture. Intégré dans sa propre culture. Et dans cette espèce d'histoire inouïe de la croissance, il se trouve que les femmes, et dans beaucoup de cultures connues, et même dans notre univers tellement égalitaire, qui sont les sages-femmes, qui sont les infirmières, qui sont les spécialistes du care, du soin autour de la petite enfance. Statistiquement, c'est les femmes qui se précipitent, qui sont là, et c'est tout autour de l'enfant. Donc la grande différence du point de vue de l'anthropologie n'est pas tellement que lui a un phallus, c'est formidable, et qu'elle n'en a pas. Est-ce bien, pas, du coup c'est en maillot de bain, c'est pas, du coup elle pas toujours les érections sont dérangeantes quand c'est pas prévu. Quand elles sont prévues et qu'elles n'arrivent pas, c'est épouvantable, le pauvre homme. Je veux dire que c'est peut-être pas toujours ce truc de pouvoir merveilleux, sublime. Elles sont tranquilles, comme avait dit Georges Brassens, elles peuvent faire semblant, il n'y verra que du feu. Si elle va dire, oh oui, 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 je suis au 7e ciel, et en même temps, elle pense, qu'est-ce que je vais faire à manger à midi, est-ce que j'ai bien payé mes impôts? Il ne le saura jamais. Tandis que si lui s'ennuie au moment de la sexualité, elle le voit tout de suite. C'est un échec majeur, c'est la hantise la masculinité. Mais à l'inverse, l'adolescent, en érection toutes les 3 minutes, il va au sport, il est en érection, il voit sa prof qui pourtant, à 50 ans, il l'adore, il est en érection. C'est très fatigant, c'est épouvantable. C'est un truc qui bouffe la liberté de l'âme. Donc, est-ce si sûr que le phallus soit une telle chose positive et que ne pas en avoir soit une telle chose négative? C'est ce que nous a dit Freud, mais Freud, quand même, cette société du 19e, ne voyait pas les femmes comme des êtres adultes, il les voyait comme entre la fleur, l'enfant et l'animal, et la sorcière. Et donc, si vous voulez, moi je pense qu'il n'est pas du tout démontré que avoir des seins, c'est aussi très intéressant. Mais je veux dire, c'est très amusant. Mais est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Qui peut le dire? Qui peut répondre à ça? Une poitrine peut être belle, on la met en photo. Est-ce que c'est intéressant? En réalité, les différences corporelles dont la psychanalyse nous a fait des espèces d'hyper fantasmes, d'ectoplasmes obsédants, etc., cette espèce de réalité, en réalité, l'anthropologie s'en fiche. La vraie différence, c'est ce truc qui impacte la vie quotidienne, qui fait que pendant 9 mois, elle porte l'enfant, et comment elle est traitée retentit sur la génération, et comme disait Françoise Héritier, elle porte l'enfant des deux sexes, parce que si elle ne portait que les filles et que les hommes portent les garçons, nous aurions des guerres formidables dont on ne sait pas qui seraient les vainqueurs, comme dans les films d'Abel Gance. Vous savez, on aurait des armées, ce serait génial. Mais il se trouve que la femme fait l'enfant des deux sexes. Même les talibans afghans qui veulent génocider toutes les femmes sont obligés de les garder parce que ce sont elles qui font les barbus. Donc cette espèce de pouvoir de la femme, de savoir qui est le père,
Lui, il ne le saura jamais. C'est pour ça qu'il essaye de contrôler, de contrôler. Et deux, qu'elle fait l'enfant des deux sexes. Elle est la mère du fils. Et le fils, le futur homme, le futur macho, avec son phallus, qui va être président, qui va faire la guerre et tout ça, quand il a 6 ans, quand il a 4 mois, quand il a 5 ans, il est là à bramer parce qu'il veut être proche d'elle, parce que c'est sa mère qui a le pouvoir sur lui, affectif, politique, et du sacré, et aussi, euh, il est obligé, il l'aime. Voilà, le lien, il peut pas dire, les parents peuvent dire je jette cet enfant à la poubelle, mais les enfants ne peuvent pas dire quand ils naissent je jette cette mamelle à la poubelle. Ils ne peuvent pas se désaffilier du lien. Et c'est ça qui est central. Donc je reviens à la différence des sectes. Il se trouve, et pas toujours, ne jamais faire de généralité dans ma discipline. Dès qu'on se rapproche du terrain, c'est pour ça que j'aime l'ethnologie de terrain, tout est toujours différent. C'est d'ailleurs un vieux bosnaque au moment de mourir, en plein siège, ses fils lui disent, mon père, père, donne-nous ta parole de sagesse formidable. Et lui, en mourant, il crache, mes fils, mes filles, tout est différent, et il meurt. Et c'est un peu pour moi une des phrases les plus fortes du point de vue de l'épistémologie. Donc ça veut dire que dans la plupart des groupes culturels connus non occidentaux, sérieusement décrits à une certaine période, il se trouve que les groupes humains ont trouvé avantageux de protéger un peu les femmes, de les mettre dans le jardin, dans la maison, qu'elles fassent la nourriture, puisqu'elles nourrissent l'enfant, leur mamelle, mammifère, mamelle, le M, amour, M, mais en même temps le M de merde, de M, c'est la lettre la plus importante pour notre espèce humaine. Donc on a mis, il se trouve que, et ça a été décrit par Bourdieu pour la Kabylie, ça a été décrit par les spécialistes de la Rome antique, de la Grèce antique, des sociétés non occidentales, les femmes sont souvent dévolues au champ privé, au foyer, à la maison, avec des interdits, parce que quand elles ont leurs règles, elles font peur, parce qu'elles sont impures, etc. Avec des interdits où on leur empêche, on leur interdit je sais pas, de faire la guerre, de faire ceci, de faire cela, de prendre le pouvoir. Et de l'autre côté, on a souvent vu les hommes adultes prendre le pouvoir politique de l'exécutif, faire la guerre, faire les choses, etc. Mais contrairement, et c'est ça le point essentiel pour masculin-féminin, contrairement au rapport de domination entre, par exemple, patron d'usine et ouvrier, ou maître colonisateur et ses esclaves, entre le maître colonisateur et les esclaves, il n'y a pas de lien affectif. Si le maître meurt, les esclaves s'en fichent, ils font un feu de joie. Dans la famille, le piège, qui est un piège éthologique et qui est un piège anthropologique, et qui n'est peut-être pas un piège, c'est que les membres de la famille entretiennent entre eux un lien intense et violent qui peut se basculer dans l'inverse, qui est, on va l'appeler le lien affectif familial. Je ne vais pas prononcer le mot d'amour parce qu'il nous fait tous un peu gerber, il est trop sucré, il est trop de confiture autour de ce mot. Mais le lien affectif familial. Et ce lien affectif familial qui peut évidemment se transformer dans l'inverse. C'est pas un hasard si c'est dans les familles qu'on tue, qu'on assassine le plus souvent. Donc ce lien affectif familial change tout le jeu. C'est-à-dire les femmes, elles aiment leur fils. La mère du violeur, elle trouve que la femme violée avait été une pute qui a entraîné son fils à faire des erreurs. Les femmes aiment leur fils. Elles sont, si le fascisme tue les hommes de la famille, comme des folles, elles font comme les folles de la place de Mai, elles vont chercher, elles font des groupes, des femmes pour la paix, et elles vont chercher les hommes de la famille. Les femmes aiment les fils et aiment, c'est ce lien affectif qui change tout. Et je dirais réciproquement, les hommes qui dominent, on a vu que dans les catégories socio-professionnelles où les hommes ont le moins de pouvoir, le seul pouvoir qui leur reste, surtout, ça a été étudié par Wassila Tamsani, sociologue assez formidable de l'Algérie, et elle dit plus les couches sont opprimées politiquement, socialement, c'est-à-dire c'est pas les gens qui sont les groupes les plus sous-dominés, eh bien, c'est eux qui dominent le plus, qui sont le plus atroces avec leurs femmes, c'est le seul pouvoir qui leur reste. Et donc, il faut comprendre ça, que l'homme, bien sûr, il lui reste le pouvoir sur les femmes de la famille, surtout quand il y a une idéologie religieuse ou politique qui les autorise, qui les légitime à dominer la famille, comme ce qui était le cas en Europe au XIXe siècle et en France aussi, dans la France bourgeoise. Mais dans ce cas de figure, les hommes, même dans la France bourgeoise du XIXe, quand ils aiment, ils veulent se tuer. Même eux, ils ne sont pas vis-à-vis des femmes de leur famille
dans la même relation que vis-à-vis des ouvriers de leur usine. Et c'est à mon avis ce que les féministes ont oublié, et ça fait une différence énorme. Et je ne suis pas là pour dire, alors pour revenir à la question de qu'est-ce qui fait la différence des sexes comme identité, est-ce que si les femmes avaient le pouvoir, le monde serait meilleur? Réponse plausiblement, c'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. On a plein de créatures féminines d'extrême droite qui ne nous rassurent pas du tout. On a plein d'exemples d'impératrices se baignant dans le sang des jeunes amants sacrifiés. Ça ne nous rassure pas non plus. Nous avons plein d'exemples de femmes, mères de famille, atroces avec leurs enfants, d'une méchanceté atroce avec les hommes de la famille, qu'elles conduisent au suicide parfois. Donc, ce n'est pas sûr du tout ça, que les femmes soient. Par contre, ce qui existe, et donc, on revient au point central de l'identité, ce qui fait la différence entre, au niveau individuel, entre un être humain et un autre être humain. Cet être humain, je l'ai en face de moi. Et je dis l'identité, il est, EST. Après, je mets un adjectif, un homme, une femme, français, né à telle époque, de tel endroit, etc. La naissance, on revient à la naissance. Et là, un homme, une femme, etc. Entre être et tous ces adjectifs, il y a un écart. Parce qu'en réalité, quand je rencontre un être humain au niveau de l'interaction individuelle, et c'est là où j'aime l'ethnologie, qui doit se rapprocher le plus possible de cet espace tellement banal de nos vies normales, absolument banales. L'ethnologue ne cherche pas la lune, ni la poésie, ni les seconds degrés, ni les choses. Non. Qu'est-ce qu'on vit? La question c'est, mais qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit qu'on connaît quelqu'un? On a mangé avec lui, il vous a fait un très beau cadeau qui est le cadeau de son récit de vie, qui fait à personne, sauf aux amoureux. Il nous a dit qu'il était le temps à imprimer des rides. Ce qu'il a fait, on s'aperçoit que, et on voit quand quelqu'un meurt et on essaie de faire un texte sur lui, qu'on se souvient de la façon dont il portait la tête, dont il riait, il, elle, ou un troisième, autant de sexe que vous voulez, je m'en fiche complètement, mais on s'aperçoit que ce qu'on aimait chez quelqu'un qu'on a connu, c'est ce qui soit lui, c'est-à-dire ni homme, ni femme, ni français, ni juif, ni noir, mais riant comme ça, se tournant la tête comme ça, de dos, avec tel défaut. Et c'est des choses très millimétriques. Et c'est l'identité, et c'est le temps qui inscrit sur la peau l'écriture des rides, l'identité de l'être humain. Et c'est ça qu'on aime. Et donc, être homme, femme, etc., au niveau de l'identité, comment dire, individuelle, qui règle nos rencontres dans la vie réelle, ça, c'est un champ séparé. Mais quand on revient, on dézoome un peu, on sort un peu et on dit qui sont les femmes, qui sont les hommes. On s'aperçoit que, et c'est là où je trouve passionnant et ça vient conforter à la fois les sciences sociales mais aussi la psychanalyse, que toute la question de l'épigénétique est absolument fondamentale. On savait bien que les gens devenaient ce qu'ils font, non pas ce qu'ils décident d'être, non pas ce qu'il y a sur leur carte d'identité, la naissance, le lieu de naissance, etc. Mais il est marin, il fait des gestes toute sa vie, et donc on le voit sur son visage, les rides, il est buriné, il a des mains comme ci, comme ça. On voit très bien la différence entre les gens très politisés et les gens qui ont fait, pardon, plein d'études, qui ont été dans les cursus universitaires, et les gens qui ont été mis au travail à 7 ans, à 13 ans. Quand tout cela ont 30 ans, ce sont des êtres extrêmement différents. Et les femmes interdites d'avoir les métiers masculins, pendant tout le 19e siècle et même avant, qu'est-ce qu'ont fait les femmes? Elles ont tout leur corps, toute leur pensée, c'était l'enfant, le jardin, la croissance. Voir, c'est tellement difficile. Les anxiétés, la croissance, le souci, tu vas attraper froid, ça c'est féminin. Et tout ce champ de la croissance et de l'attention à l'être autrui qui n'est qu'une guerre en 2 minutes, vous fusillez une génération avec une Kalachnikov, alors que ça a mis des heures et des heures de gestes, de soucis, d'attention pour faire éclore, fleurir cet être humain qui passe du bébé au jeune garçon ou à la jeune fille, qui était la fleur, et les parents, voilà leur objet. Et vous comprenez que penché sur le berceau, penché sur la lessiveuse, penché sur l'évier où elle fait la vaisselle, le corps de cette femme, quand il vieillit, il devient courbe. C'est le féminin, mais c'est le féminin des classes populaires. C'est le féminin des métiers où elles n'ont pas accédé aux métiers des hommes. Quand vous voyez des jeunes yuppies américaines, avec les minces, belles, avec des coiffures masculines, des cigares, etc., et des costumes, etc., vous dites, waouh, les femmes sont égales des hommes. Ben oui, si vous les mettez en situation d'avoir des métiers masculins,
tout leur corps, tout leur être, et elles aussi, elles ont la compétition. Et elles aussi, elles voudront assassiner le collègue qui est peut-être plus génial qu'elles, et justement, ça va les emmerder. Elles aussi, elles vont grimper en disant… Par contre, quand vous avez les femmes qui ont fait cette espèce de chant du féminin que beaucoup de cultures ont choisi, indépendamment de la culture globale occidentale, et que les classes sociales moins privilégiées obligent les femmes à assurer, parce qu'il n'y a pas le choix, eh bien, on se rend compte que les femmes ont un autre habitus, une autre forme du corps, un autre rapport à l'être humain, et c'est bien normal qu'il y ait des groupes de femmes pour la paix, ou de mères de disparus, et vous n'avez pas de groupe d'hommes pour la paix. Vous n'avez pas les pères de disparus, parce que c'est pas le même regard. Donc il y a un moment où cette culture du féminin a fabriqué, oui, une espèce de rapport à la vie, à la mort, au temps. On sait que ce sont les femmes qui vont au cimetière, ce sont les femmes qui vont aux hôpitaux, ce sont les femmes qui font les micro-gestes esthétiques du quotidien, qui mettent le petit bouquet de fleurs même si on est très pauvre, sur le rebord de la fenêtre. Ce sont les femmes. Alors, parlons pas de la cuisine, un champ immense de génie, de talent. La cuisine, c'est de l'esthétique, comme la musique, sauf que ça disparaît et que c'est féminin, donc on ne sait pas le nombre de génies qu'il y a eu en cuisine. Et ce sont elles Véronique, qui je vais te s'occupent de couper. Il y ça. a les hommes aussi sont très bons en cuisine. Rendons-leur quelque chose. Alors, dès qu'ils la Des font, hommes formidables en cuisine. dès qu'ils la font, et ce sont des Rends-leur chefs quelque chose. cuisiniers, ce sont des chefs cuisiniers. Alors, encore faut-il qu'ils la fassent, mais ils ne la font pas. Ils ne la Mais font pas pas dans les milieux forcément, privilégiés, non pas privilégiés. forcément. Mais non, pas forcément. Il y a des hommes qui sont. Je vais Ils font leur les rendre frites, quelque chose. Parce que tu leur prends tout. Je ils font leur... les frites, ils font griller la viande parce que c'est Mais noble. Non, non, mais tu as des grands cuisiniers, bien sûr. mais il y a des Tous hommes les qui hommes font cuisinent. les métiers féminins, ils sont féminins. Quand les femmes Mais font les métiers non, masculins, elles sont masculines. Donc c'est non, ça que je veux dire. Voilà. mais Donc non. voilà. Véronique, Mais je ne suis pas dans le champ de la psychanalyse, c'est vrai. mais Je même m'arrête parce que je vous ai fait un tour un peu, pardon, pardon. C'est- un peu de bière. Et je pense que je vais rendre quelque chose. Enfin, je vais leur prendre aussi quelque chose. Tant pis si je les casse un peu. Mais non, non, il y a des hommes qui sont vraiment extra en cuisine. Et même dans Bien le sûr. cadre privé, il y a des hommes qui, bon, ils égaleront J'en jamais. connais. On en connaît. Non, mais ça, je suis bien sûr que je suis d'accord. On peut Alors, s'en en l'homme, connaît. il essaie de contrôler la femme. Hein, l'homme ne sait pas souvent, je suis désolée, messieurs, mais c'est vrai que vous avez deux femmes là. L'homme, vous vous défendrez après. L'homme ne sait pas à quoi il sert. Alors, car la femme représente souvent inconsciemment chez lui la mère ou l'enfant. C'est souvent la représentation. Ils viennent chercher chez nous l'enfant ou la mère. C'est quand même bon. Qu'est-ce qu'un homme peut apporter à une femme qui boosterait sa virilité? Alors, Nan n'a pas compris. Alors, c'est un discours avec Céline Archambault tout à l'heure. L'homme n'a pas compris qu'il était homme. La femme doit être le témoin de son phallus sans lui prendre. Malgré cela, l'homme va chercher chez la femme l'enfant parce qu'il va être le chevalier qui va chercher la princesse dans sa tour ou la mère chez la femme. Mais ni la mère ni l'enfant ne lui voleront son phallus. Il y a aussi quelque chose d'un… L'homme met le phallus dans l'objet, la femme le met dans le symbole, son autonomie, son hystérie féminine. L'homme fuit la femme. Alors, l'homme peut prêter, je suis désolée messieurs, mais vous pouvez prêter vos jouets quand même. La femme va lui rendre, car elle n'a pas 2 ans et demi, elle ne fait pas la crèche. C'est ce que ma collègue a dit tout à l'heure, Céline Archambault. Alors, il y a une phrase qui me plaît bien là. Tant que l'enfant n'est pas au monde, il est à la mère. J'ai vu ça sur Facebook. Alors moi, je dirais que tant que l'adulte n'est pas au monde, il est à la mère, surtout l'homme. Parce que l'homme recherche souvent dans la femme, il a tellement peur qu'on lui prenne cet objet qu'il a en plus, qui est le signe de sa virilité, il cherche la mère ou l'enfant, parce qu'elles ne lui prendront rien. Mais le problème, c'est que la mère ou l'enfant, au bout d'un moment, ça ne va pas le faire. Donc, messieurs, vous pouvez prêter vos jouets, on vous les rendra. Nous ne les avalerons pas, nous adorons quand ils vous appartiennent. Nous ne les voulons pas. Nous avons ce qu'il faut dans notre cerveau, chacun sa place. On a besoin d'une société d'hommes et de femmes. L'homme est aussi important que la femme. Il n'y en a pas un pour moi qui va plus que l'autre. Mais ce que je constate chez les hommes, c'est qu'ils viennent chercher chez la femme enfant, enfin l'enfant. De toute façon, c'est très bien qu'une rencontre, c'est 2 enfants. L'enfant ou la mère. La femme leur fait peur. La femme, vraiment, c'est ce qu'on disait avec ma collègue, c'est la sorcière sur son balai, la femme savante, la femme indépendante, la femme autonome. Et c'est la plus grande peur de l'homme parce que l'homme a peur d'être avalé. Alors, je ne sais pas s'il y a des messieurs qui veulent prendre la parole parce que 2 femmes, là, vraiment, il va y avoir encore des… Je peux dire juste
quelque Vas-y, chose euh, que, vas-y, quand tu dis nous les femmes, je vais juste prendre une statistique pour arriver par l'autre bout. Donc, vas-y. il se trouve que dans nos sociétés, donc, qui sont quand même des sociétés les plus égalitaires du point de vue du droit et des mœurs, fin du Hum, XXe siècle en Occident, par rapport à d'autres sociétés contemporaines, hum. c'est très intéressant de voir les taux de féminicide. Donc, ce sont les hommes qui tuent le plus les femmes qui veulent les quitter, les sœurs, les mères, hein, mais surtout les épouses, les copines, les femmes. Ils les tuent beaucoup. Alors qu'ils quittent beaucoup moins, ils quittent beaucoup plus les femmes. Les femmes sont beaucoup plus quittées par des hommes et elles les tuent, elles ne les tuent pas. Elles ne les tuent pas, elles pleurent dans leur grand lit glacé, elles font d'autres choses, mais elles ne les tuent pas. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de crimes de sang venus des hommes qui tuent les femmes de leur famille qui voulaient les quitter, qu'on a de crimes de sang de femmes qui tuent les hommes de leur famille, les maris qui veulent les quitter. Or, elles sont beaucoup plus souvent quittées. Donc, parce C'est-à-dire, qu'une femme, tous les 20 ans, une femme de 20 ans de moins, il y a comme ça, et plus il grimpe dans la hiérarchie sociale, plus il divorce et plus l'écart entre tel Johnny Hallyday plus ils sont célèbres, plus l'écart entre le dernier mariage et le décardage avec la nouvelle conjugale s'accroît. C'est-à-dire qu'il a 80 ans et elle en a 50 ou 20 peut-être, qu'importe. Donc c'est une espèce de mécanisme que nous constatons. Donc ça veut dire que pour moi, je l'interpréterai de la façon suivante. Quand la femme qui a été privée d'avancement social en fonction de ses talents, de son génie, pour 1000 raisons sur lesquelles nous ne reviendrons pas, quand elle n'a pas tellement cet espoir de grimper dans la société par son talent, comme au XIXe siècle, la seule solution, c'est le mariage. C'est-à-dire qu'elle va lui appartenir, la mobilité sociale ascendante, c'est le mariage. Et c'est pour ça que l'infirmière va épouser le chirurgien. Elle est plus jeune et lui est plus vieux, mais elle grimpe et lui, il prend. Lui, il a un rapport avec la femme de possession. Elle est à moi, je lui donne mon nom, je lui mets l'alliance. J'ai ma femme, ma bagnole, ma maison, ma femme, mes enfants à moi, j'ai à moi, c'est à moi. Alors qu'elle, elle a une relation d'appartenance et cette relation d'appartenance, qui est un fait culturel, est très ancienne. Elle prend son nom, elle lui appartient, il va la posséder, elle va porter ses enfants. Et donc, elle ne tue pas, ça, il ne lui appartient pas. C'est elle qui lui appartient. Par contre, lui, quoi, on me vole ma femme, on me vole ma bagnole, quoi, et lui, on peut pas, elle peut pas le quitter parce que elle est à lui. Et donc, cette différence de rapport entre hommes et femmes montre que de son côté à lui, elle est à moi, et de son côté à elle, je lui appartiens. Et comme elle n'a pas la même culture de la violence, elle ne sait pas comment fonctionnent les armes. Donc, beaucoup de femmes, les médecins, il y a des thèses là-dessus, par exemple, mordent quand elles veulent se battre. Elles veulent se battre, elles se ruent, elles mordent, elles griffent, alors que l'homme, il donne un coup de poing comme il a vu au cinéma, où il sait comment tenir un pistolet, un couteau. Donc c'est une espèce de culture, il y a une culture de la violence que les femmes n'ont pas. Donc les femmes sont beaucoup moins présentes dans les prisons pour crimes de sang, mais elles tuent quand même, elles tuent beaucoup leurs enfants, elles les empoisonnent, et elles tuent quand même quelques maris néanmoins, mais c'est assez rare. Et donc, on voit que la femme est beaucoup moins présente dans les prisons pour crimes de sang. On va dire c'est parce qu'elle est plus gentille. Non, pour 1000 raisons, parce que d'abord, si on met la femme en prison, qui garde les enfants, gros problème social, et deuxièmement, elle tue moins. Mais pas parce qu'elle est plus gentille, pour des tas de raisons qu'on peut étudier. Je reviens à nous les femmes et vous les hommes. J'avais une grand-mère périgourdine institutrice qui disait les hommes, même le meilleur, ne vaut rien, disait-elle. Bon, ma grand-mère philosophe. Bon, évidemment, je ne suis pas d'accord avec ma grand-mère. Je pense que ce soit en Afghanistan, dans les cultures les plus machos, il y a des hommes qui ont un rapport à leur propre honneur qui fait que ils détestent cette humiliation des femmes sociales. Ils veulent les défendre. On le voit très bien dans un livre de Bukowski, Le livre brisé, où la femme est alcoolique et quand elle le conduit, lui, à lui foutre une trempe à elle, c'est elle qui a gagné, c'est lui qui a perdu parce qu'il voulait pas en arriver là et être violent. Lui, dans ce livre, il boit aussi beaucoup, hein. C'est un livre extraordinaire sur à la fois l'alcool et le masculin, le féminin et la violence dans le couple. Et donc, je reviens à la question de l'homme et des femmes. Les hommes, et l'époque pour eux est très douloureuse, si ils tiennent à la virilité, donc du coup on voit les mouvements suprémacistes masculinistes
qui conseillent pour punir les femmes de les violer. On le voit aux États-Unis, on le voit maintenant, les extrêmes droites en France. C'est nouveau, enfin c'est nouveau, c'est lié à l'essor du féminisme. Mais les hommes qui refusent l'espèce de souffrance pour eux qui est la virilité, parce que il a été démontré aussi que dans les écoles et tout ça, sous prétexte que ce sont des petits gars et qui sont violents, ils en reçoivent plus de beignes. Et eux, il ne faut pas qu'ils pleurent. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance aussi des petits garçons avec la virilité. Si les hommes acceptent de fonctionner différemment dans l'échange, c'est-à-dire si en bagnole, quand on les double, ils ne se sentent pas humiliés. Si dans la rue, quand on qu'est-ce qu'elle a ma gueule, la chanson de Johnny, ils n'ont pas envie de donner tout de suite le coup de poing parce que leur honneur, leur fierté masculine. Enfin bref, le rapport à la violence et la masculinité qui fait que la violence est une performance de la masculinité. Et si cette chose-là est déconstruite, on aura des rapports absolument formidables entre hommes et femmes. On sera étonné de voir des hommes absolument pas du tout. Et du coup, quand j'entends toutes ces histoires de phallus, qu'ils ont peur qu'on leur prenne et que les femmes vont leur rendre parce qu'elles sont magnanimes, et que finalement, elles travaillent dans leur tête et qu'elles s'en fichent au fond, je trouve que on passe un peu à côté au fond, cette histoire de phallus, est-ce que enfin, vous allez me dire, c'est quand même la théorie psychanalytique, et là, j'avoue que je ne l'ai pas travaillé, ce n'est pas mon champ, je suis nulle, donc je recule et je respecte. Mais je n'arrive pas à penser que, au moins du point de vue du faire société, que la vraie grande différence, c'est pas cette histoire de phallus, c'est la question du rapport à la maternité, la fécondation et comment ça se passe pour l'espèce humaine, que c'est ça l'énorme noyau de différence, qui n'est pas une différence symétrique inverse, mais une différence différente encore différente. Alors, tu es revenu, tu as dit un truc là, alors la possession. Alors, l'homme possède la femme pour ne pas ressentir le manque. Je te possède, je te fais jouir, je t'ai choisi. Et la femme se soumet à la possession de l'homme parce que cela la rend unique. Elle lui Tu appartient, elle a grimpé dans la société. Elle a fait elle un a beau grimpé, mariage. elle est rendue unique parce qu'elle appartient, elle a grimpé. Mais au bout d'un moment, ce tout, il fait une fusion et cette fusion est détruite parce qu'il n'y a plus de manque. L'un appartient à l'autre. Je sais que tu es là et je t'ai mis là. Donc au bout d'un moment, ça marche pas, ça marche un certain temps. Mais au bout Ça d'un moment, marche très bien. Pourquoi oui, je ne mais serais pas contente de tout ça? ça marche Pourquoi très ça ne bien. marcherait pas? Ça marche un certain temps dans le couple, mais pas si longtemps que ça. Ça marche, tu vois, que les couples où s'éclatent, où il y en a un qui va ailleurs, ça ne peut pas marcher sur la longueur. Ça marche tant que l'un apporte quelque chose à l'autre, ou tant qu'il y en a un qui grandit, mais quand il y en a un qui grandit et que l'autre ne grandit pas, ça ne marche plus. Au bout d'un moment, ça déstabilise et ça, on arrive à autre chose. Alors, ou on va chercher quelqu'un à l'extérieur, ou on va, peu importe. Mais dans ces cas-là, ce tout qui est créé, qui fonctionne comme ça, ne fonctionne plus. Ça fonctionne pendant un certain temps, mais pas. Alors, on le voit, c'est vrai, dans la société. De toute façon, l'homme aime bien, par exemple, il va être très, très en vue, il va avoir une jolie femme à son bras, il est content, elle est contente, elle, parce que le mec, socialement parlant, il est au top. La Mais ça se femme passe, qui suscite le désir des autres hommes. Ça, le voilà, caïd, il veut la jolie femme voilà. pour que les Mais ça autres marche, hommes soient jaloux. Oui. ça marche pas tout le temps, ça marche pas, ça marche un certain temps, mais ça marche pas sur la longueur. Alors, il n'y a rien qui marche sur la longueur. Si on dit, mais ce qu'on revoit tout le temps dans l'homme, c'est qu'il cherche toujours quelque part sa mère, il cherche à réparer son passé, à réparer son enfance. Alors, la femme aussi, hein, cherche des Oui. réparations ou des reproductions, évidemment. Souvent, on dit, non, non, moi, je fais pas comme les autres. Mais si, mon coco, tu fais la même chose, va bien chercher, va pas chercher dans ton faux sexe, creuse dessous, là. Tu es en train de vraiment de faire la même chose depuis le début de ta vie, mais tu es persuadé justement de ne pas le faire. On reproduit, ça c'est quasi systématique, où on essaie, souvent on reproduit, on pense faire autre chose et souvent on reproduit. Quand on regarde des générations en arrière, si on se pose les bonnes questions, si on regarde au bon endroit, on reproduit. Le problème, c'est qu'on ne regarde pas souvent au bon endroit parce que ça fait peur de regarder au bon endroit. Hein. C'est beaucoup plus facile de regarder à côté ou chez les autres. Hein. On est souvent marié avec maman. Hein. Moi, je suis désolée, c'est un truc qu'on constate beaucoup, en disant mais non, 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 non. Mais on est souvent marié avec maman ou avec papa aussi, hein, dans les deux sens, hein, ça y va très bien. On recherche. Alors, comme tu disais, quand on est un enfant, quand il naît, on le pose par terre et il meurt. Il est obligé d'un autre pour se remplir de nourriture, mais il se remplit aussi des peurs des autres, des névroses des autres. Donc, l'enfant, quand il naît, si on le pose au sol, il meurt.
Donc, il a besoin de ce remplissage. Il se remplit donc de tout ce qui va devenir dans la société plus tard, de toutes ces normes qu'il va rencontrer, qui vont le déstabiliser, qui vont le rendre névrosé. C'est très bien qu'il soit névrosé d'ailleurs, car ce ne sera pas de ce fait un robot. Mais quoi faire de ces névroses qui vont après lui porter beaucoup de problèmes dans sa vie et qui ne lui appartiendront pas tout le temps d'ailleurs. Il y aura les névroses de ses ancêtres, hein, de génération en génération. Souvent, quand on regarde, si on peut remonter des dizaines d'années en arrière, même des centaines d'années en arrière, on se voit tiens, il y a des schémas qui se reproduisent. Tiens, là, il s'est passé ça. Mais ah, oui, mais en fait, et souvent, on ne regarde pas. On regarde que nos parents parce que c'est facile. Hein. Mais je pense qu'il faut regarder beaucoup plus loin que ça. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça après, de ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on en fait? On vient me voir, on pousse la porte du cabinet. Voilà. Alors, la femme idéalisée, souvent, l'homme idéalise la femme. C'est ce qu'on disait dans le livre le désir et la putain d'Antonio Fischetti et d'Elsa Cayat, qui est une grande psychanalyste qui était décédée. Je te verrai peut-être pas à Fontainebleau parce que tu ne peux pas venir, mais pour le film de Charlie Hebdo, qui est décédée donc en 2015 dans les locaux de Charlie. Elle disait la femme idéalisée, inaccessible, une existence fantasmée. Souvent, quand on recherche l'homme, ce qu'il va rechercher partout, c'est sa mère. Je suis désolée, il va rechercher sa mère. La femme idéalisée, qui est fantasmée. Mais en même temps, on ne baisse pas sa mère. Donc, c'est ça le problème. Donc, ça crée des problèmes après de phallus, de reconnaissance vis-à-vis de l'homme. Parce qu'il recherche la femme, on la met dans une boîte, on la met là, parce que c'est la femme idéalisée. On la veut comme ça. On recherche maman, on recherche la complétude avec maman, on recherche le sein. Alors, comme disait Elsa Kayat, le sein qui dévore, qui avale, mais le sein qui rejette aussi. Donc, il y a cette dualité, en fait, chez l'être humain. Alors, chez l'homme comme chez la femme. Mais là, dans ce livre, on parlait surtout de la sexualité masculine. Mais il y a cette dualité. Qui suis-je, en fait? Pour être adulte, pour qu'un homme ou une femme soit adulte, il faut qu'il lâche l'enfant. C'est-à-dire reconnaître être un enfant. Comme disait Moussa Nabati, je vais reprendre Moussa, ce que j'aime bien, on a tous en nous plusieurs versants. On a nos névroses, nos traumas, nos peurs, ceux de nos parents, etc. Et ça s'appelle une identité plurielle. Nos côtés enfants, notre côté plus mature. Et cette identité plurielle, quand on la réunit, ça c'était Rumi qui disait un beau vase. On prend un vase magnifique, on le jette par terre, il en mille on le reconstruit petit à petit, on prend du temps, on remet tout et on met des dorures sur les cassures. Il sera encore plus beau qu'avant. Alors, l'idée, c'est ça, si on réunit tout de nous, même ce qui nous paraît le plus délétère, le plus triste, en refusant rien de nous, en nous voyant tel que l'on est, en nous montrant tel que l'on est, c'est-à-dire authentique, eh bien c'est là, je crois, le plus beau cadeau que la psychanalyse peut nous faire et que l'humanité peut nous faire, de s'accepter vraiment tel que l'on est, homme ou femme. Dans ces cas-là, les hommes n'auront plus peur d'être avalés et nous ne les avalerons plus. Nous n'avons jamais eu l'intention de le faire d'ailleurs. Hein. Moi, je dis à l'école, on m'a toujours dit de rendre mes jouets. Donc, j'ai bien compris la consigne depuis toute petite. Donc, cette femme puissante qui fait peur à l'homme, cette femme enfant qui attire l'homme et cette puissance de femme qui fait peur à l'homme, ça lui appartient dans son passé, dans cette mère idéalisée qu'il ne doit pas toucher. Parce que quand la femme a la puissance, ben, c'est la mère en fait. Et on ne touche pas à la mère. La mère, c'est la Madone, c'est la Vierge. On n'y touche pas. On n'y touche pas. C'est l'idéal qu'on met dans un coin, qu'on regarde et qui ne bouge pas. La femme est une femme, idéalisée peut-être pour certains, mais moi, je n'ai pas envie d'être une femme idéalisée. J'ai envie d'être une femme vivante que je suis, avec toute mon identité plurielle. Alors, on va peut-être laisser s'il y a des questions-réponses, on va peut-être ouvrir. Est-ce que quelqu'un. Alors, je te laisse, Laurence, prendre les questions. Si quelqu'un lève la main, vous levez la main, puis Laurence Vous pouvez vous lâcher, surtout s'il y a des messieurs là. On vous attend. Oui, parce que Ouais. Personne ne va rien dire. Ah. Il n'y a pas un homme qui va oser parler? Ah non, je crois. Hein. Bon, on va faire appel aux femmes. Hein. Jean-Alexandre, tu n'as rien à dire? si, il y a une main là. Il y a une main. Je Oui. vois une main. Sarah. Oui, monsieur Sarah, voilà, je sais pas. Ah, on ne vous entend pas. Il faudrait remettre le. Voilà. Voilà. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend. C'est parfait. D'accord. Bon, oui, il y a une chose. Bon, vous avez beaucoup parlé du phallus, etc. Bon, je suis un peu sceptique, bon, justement, sur le freudisme et l'importance qu'il donne au phallus. Enfin, bon, bref. Mais il y a une chose dont vous n'avez pas du tout parlé,
qui me semble quand même importante. C'est que, alors vous avez dit que la femme donne naissance aux garçons et aux filles, euh, et il me semble effectivement que la femme a une expérience que ne connaîtra jamais l'homme. Et cette différence-là, elle me semble tout à fait gigantesque, parce qu'on sait bien que le rapport de la mère au fœtus, et puis au bébé, est absolument, comment dirais-je, enfin, a une importance considérable, puisque les deux sont en relation et que le fœtus lui-même lance des messages à sa mère pour le changement de la nourriture, etc. Enfin, bon. Et j'irai assez loin dans la mesure où je me demande si, parfois, peut-être dans certaines cultures, la misogynie vient pas aussi du fait que l'homme, quelque part de façon très inconsciente, ne connaîtra jamais ce privilège qui est un privilège bien sexuel, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, je vous pose la question. C'est une très bonne Quel privilège question. sexuel? Attends, quel privilège sexuel? Hein? Qui est un privilège lié à son identité sexuelle, si elle est ce lien entre la mère et l'enfant. C'est ça, Oui, quel sexuel? Voilà. Oui, c'est ça. Et donc, ce que je trouve que c'est une très bonne question, mais elle désigne des choses très différentes les unes des autres. C'est-à-dire que ce lien, comment dire, biologique, éthologique, culturel, affectif entre la mère qui est enceinte et et le fœtus, et puis après avec le tout petit bébé qu'elle va peut-être allaiter, il y a un lien exceptionnel, mais il ne faut pas oublier que ce lien, en général, il se fabrique à l'insu de la mère, elle dort tout le temps, elle vomit, et parfois elle sait pas ce qui se passe, elle n'est pas du tout, c'est pas du tout un savoir ésotérique, magique, etc. C'est quelque chose de puissant, de profond. Il y a tous ces récits qui disent que si une mère voit que son nourrisson est écrasé par un énorme 5 tonnes, elle va avoir la force pour repousser le 5 tonnes et sauver le nourrisson. Donc un lien exceptionnel, mais dont elle n'est pas consciente. Par contre, ce qui, dans beaucoup de sociétés connues, montre que l'homme est jaloux de quelque chose et qui est lié aux théories, aux croyances liées à la filiation. Il se trouve que dans beaucoup de sociétés connues et décrites, la filiation, elle est plutôt patrilinéaire, c'est-à-dire que l'identité sociale se fait de père en fils. Et dans notre société, le nom du père est transmis au fils, et cette identité, par le sang, regardez dans la littérature ancienne, ou même dans les tragédies de Racine, etc., le sang qui parle dans les veines, c'est bien cette idée que quand il y a le lien amoureux, l'activité sexuelle, que le sperme masculin donne un message qui se transmet dans le sang du fils, l'enfant imaginaire est toujours un fils, et donc c'est son fils. Et ce lien de filiation, pour lui, est garanti par le fait que c'est bien son fils. Or, dans beaucoup de cultures, c'est même ça peut être parfois des blagues, des chansons, etc. Euh, Seule la mère connaît le nom du père. Parfois, la mère, il y a une incertitude. Donc, toute une série de règles, de lois pour empêcher la sexualité avant le mariage. Mais on remarquera que la sexualité adultérine de la femme dans le mariage, que ce soit dans la France du 19e siècle ou dans les sociétés, dans d'autres sociétés, est beaucoup plus punie que que l'adultère de l'homme, qui est beaucoup plus accepté. L'homme peut être beaucoup plus souvent polygame que la femme est androgame. Il y a beaucoup moins d'exemples de femmes qui ont plusieurs maris, ça peut exister, que d'hommes. Et cette idée que la sexualité qui n'est pas légitime, c'est-à-dire qui n'est pas liée à la femme, qui est liée par la fidélité à l'homme, son mari qui lui fait ses enfants, donc ce sont ses enfants à lui, et donc, il en est sûr. Et ça, c'est garanti par le fait que si la femme a une autre sexualité, elle perd l'honneur de la famille, et la sexualité pour elle a valeur de souillure et de honte, et elle est perdue, et on la met dehors. Et si une sexualité avant, sont des choses très importantes dans les relations hommes-femmes. Donc, ça veut dire que l'homme,
va contrôler et ce savoir plausible de la femme, elle sait, sauf la Vierge Marie, auquel il faut qu'on lui annonce, que sinon elle ne savait pas, mais à part la Vierge Marie, toutes les femmes savent qui est le Père. Et ça, il semblerait, parce que, alors, ça veut dire qu'il y a cette croyance à bas bruit ou très forte. Au XVIIe siècle en Espagne, la croyance dans le sang pur était très forte. Il faut remonter de génération en génération. Et cette idée que se transmet par la sexualité, par le sang, donc par le sperme, se transmet la personnalité, la culture, et même la culture ethnique, nationale, même religieuse. Quand il y avait les viols en ex-Yougoslavie sur lesquels j'ai travaillé, les bourreaux disaient, tu auras un enfant qui te détestera, sous-entendu, l'enfant du violeur ressemblera au violeur, et non pas. Et donc, à partir du moment où vous pensez que l'enfant ressemble au père et va hériter des capacités de l'identité individuelle ou collective du père, à partir de ce moment-là, par exemple, la femme violée, ben, elle va jeter l'enfant à la poubelle parce que c'est l'enfant de l'ennemi, ou le père qui saura que sa femme a eu une relation extra-conjugale et ça donnait un enfant, il le détestera, ce ne sera pas son fils. Et donc, c'est ça qui est très important comme savoir des femmes plutôt que ce lien avec le bébé, elle dort tout le temps, qui est totalement inconscient. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans les cas de figure où le lien de filiation n'est plus une croyance, c'est-à-dire l'enfant qui naît, eh bien mon Dieu, la naissance, on la pense plus du tout comme une chose qui enracine dans un sol, dans une filiation, dans l'arbre de filiation. Je suis de souche, mes parents sont nés ici, mes ancêtres sont là, je suis de souche et ma femme et c'est l'enfant avec la filiation des hommes de patrilinéaire, on peut dire ça, qu'à partir du moment où on n'y croit plus, où il n'y a plus de nécessité, si il aurait pu naître ailleurs, et que l'enfant adopté a autant de valeur que l'enfant qui est né du ventre de la femme, la mère qui adopte, elle adorera son enfant aussi avec autant de qualité, et peut-être qu'elle sera bien mieux que la mère un peu cinglée qui, elle, sera enceinte et puis qui fera souffrir son enfant. Et donc, les liens, l'enfant du viol peut être adopté. Il y avait ce témoignage que j'avais lu, qu'un ami m'avait dit en Centrafrique, d'une jeune femme qui est en prison, qui allait accoucher d'un bébé enfant du viol, et elle disait, plus seul que moi, il y a lui. C'est cette idée que le nourrisson, il est seul et que peut-être il n'hérite pas. Il n'y a aucune raison qu'il hérite de qualité du père. Ça se saurait d'ailleurs. C'est une croyance. Et à partir du moment où la croyance dans la transmission de l'identité par la filiation patrilinéaire, cette croyance n'existe plus, vous êtes libéré de cette obligation. Et du coup, l'enfant, la mère qui adopte peut adopter l'enfant, et le père qui sait qu'il n'est pas le père biologique peut aimer beaucoup son fils qui n'est pas son fils biologique. Donc là, pour le coup, je serais pour dire que il faut la naissance, penser que la naissance et l'inscription dans une filiation, et même je dirais dans une identité, dans un lieu. Je suis née en France, donc je suis française, oh là 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 là, mais j'aurais pu naître ailleurs. On est, vous voyez, on est de souche, on est chez nous, mais que l'espèce humaine a fait 3 fois le tour de la planète. On est ici, on est là, ça pourrait être ailleurs. Et donc, si on pense ça, qu'on pourrait être né ailleurs, qu'on pourrait être différent, vous voyez, ça change tout. Et tous les êtres humains deviennent un peu frères. S'il n'y a plus la filiation biologique, on est tous un peu frères. Donc, par rapport à ce que vous disiez sur ce lien mère-enfant qui serait très profond, très fort, très biologique, parfois c'est vrai, c'est magique, et parfois c'est faux, et elle est épouvantable, même en tant que mère biologique, mais surtout, ce qu'il y a de très toxique, c'est cette croyance dans un lien de filiation qui passerait par le biologique. Alors moi, je vais rajouter quelque chose. Je vais rajouter, dans l'autonomie, on confirme affectivement par la présence de l'adulte l'enfant. Donc, on ne sait pas forcément le lien à la mère. Je vais être beaucoup plus prudente. Le lien au père peut se faire exactement aussi comme ça. Par cette approche affective que fait d'ailleurs Catherine Dolto, cette approche affective crée un lien au père. Il ne faut pas croire que tout est à la mère, pas du tout. Et le père et la mère biologique ne sont pas les référents de notre naissance, la vraie naissance. C'est la vraie conscience de soi, de sa vérité la plus intime. Donc, il y a plein de choses qui se jouent pour moi là-dedans. L'enfant, il est confirmé effectivement, mais
l'enfant, il n'est pas la mère, en fait. Si, ça, c'est ancien, c'est ce qu'on gardait en fait. Avant, l'enfant, c'était la mère, parce que la mère le nourrissait, etc., parce qu'il sortait de la mère, mais l'enfant n'est pas la mère. Tout se confirme par la présence de l'adulte. Donc, ça peut être le père, et maintenant, dans l'autonomie, le père participe à entendre l'enfant, à comprendre l'enfant. Il y a un accompagnement affectif qui se crée avant la naissance et après la naissance. D'ailleurs, il y a plein de choses qui se jouent là-dedans. Donc, l'enfant, ce n'est pas forcément, pour moi, le lien à la mère, pas du tout. Il y a un très joli livre de Marie-Jo Monzin, qui est une philosophe un peu lacanienne, qui est très, et qui s'appelle Naître d'un ventre ou d'un pays. Naître d'un ventre ou d'un pays. Où elle décrit, où elle dit que finalement, toute naissance qui est biologique, évidemment, et demande en un deuxième temps l'adoption. C'est-à-dire l'adoption n'est pas automatique. Et l'adoption, c'est, bon, bah, il y a un bébé qui est là, qui est né, et ben, on le prend dans les bras, on dit, oh, il est bon, on va lui donner un nom, on va lui dire, tu es comme ci, tu es comme ça. Et l'adoption, c'est une chose différente de la naissance biologique, et c'est le moment clé du lien qu'on construit, Ouais. qui donc n'est plus biologique seulement, qui est autre. Hmm. Et même, c'est très beau les histoires d'enfants trouvés, ou les enfants sans parents désaffiliés, qui sont adoptés, rencontrés dans la rue et adoptés. Et le lien d'adoption est aussi fort, aussi beau, qu'il soit masculin, féminin, que le lien de biologique. Est-ce qu'il y a Mais je d'autres ne veux pas questions? non plus dénier le biologique, il faut qu'il soit là, comme font le féminisme très sophistiqué des déconstructionnistes. On ne peut pas nier le fait qu'il faut bien que des enfants naissent. Bon, voilà. Oui, mais il y a des géniteurs, en fait. Voilà, voilà, géniteur, après, ce n'est pas forcément une naissance. Voilà. On le voit très bien. Il y a deux choses. Il y a l'affectif et puis le biologique. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Laurence, je te laisse gérer. Oui, oui, bah, oui, oui. S'il y a des questions, Levez qui peut le. intervenir? Qu'est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Voilà, il faut que je me remette. Hop. Jean-Alexandre, t'es planqué? Mm. Ganaël, t'as rien à dire? Bonsoir. Si, en fait, juste, je voudrais vous demander pardon parce que je suis arrivée il n'y a pas longtemps. J'étais chez l'opticien et ça a pris un temps pas possible. Du coup, voilà. Donc, j'ai loupé la conférence. J'espère qu'il y aura une rediffusion. Et j'arrive pour des questions. Donc, ben, j'aurai plein de questions du coup, puisque j'ai pas eu les informations. Merci en tout cas pour tout cet apport. Et j'ai quelques informations par rapport aux questions posées. Et c'est très pertinent et très intéressant. Vous posez une question? Je n'ai pas bien compris si vous posiez une question. Non, non, je disais merci Non. pour. Ah bon, merci. D'accord. J'ai envie de dire quid du plaisir. Merci. Personne ne peut poser de questions? Jean-Marc Poncet? Jean-Marc, Jean-Alexandre, vous êtes en train de dormir? Non, non, mais c'est très Alors, intéressant. Jean-Alexandre, vas-y. T'as une question? Non. Non. Alors, Jean-Marc, Oui, Jean-Marc, j'ai vu oui, que c'est toi. oui, oui. Alors, c'est Monsieur Sarala. Bon, vous avez quelque chose à dire? Allez-y. Oh ben, oui, non, mais bon, évidemment, c'est une rencontre que je trouve très, très intéressante, mais c'est énorme comme sujet, hein. Ah oui, ça c'est énorme comme sujet, je vous le fais pas dire. Bon. Ouais. Et bon, je pense quand même que la, la- ça serait bien que les relations hommes-femmes s'améliorent quand même. Parce que justement, il y a certainement dans les différences, non pas simplement des objets de conflit, mais aussi des objets de complémentarité. À partir du moment où on réussit à faire jouer les complémentarités, alors ben, la vie est belle, quoi. Non? Euh, Disons que c'est vrai pour toutes les relations humaines, même entre deux Oui, copines, Couple, je sais pas. entre deux maris et femmes, entre deux copains. Personne ne ressemble à personne et tout le monde voit dans l'autre un miroir de soi-même.
Et donc, l'heureuse complémentarité est le destin amoureux le plus positif. Moi, je suis d'accord, mais ça ne correspond pas seulement aux hommes et aux femmes. C'est toutes les relations Non, humaines. absolument, Même entre absolument. deux potes, deux amis, il y a cette complémentarité. Leurs différences enrichissent leur amitié si elles sont complémentaires. C'est tout à fait vrai. Utilisées Mais comme ça se pont et non joue. pas comme différence, comme muraille. Oui. Non, mais ça se joue peut-être d'une façon quand même différente entre hommes et femmes. Bien sûr que C'est-à-dire, c'est. alors, oui, On vous Ah, entend on plus? n'entend plus là. Oui. On Pardon, n'entend plus. oui. Ah, Véronique? pardon. Ouais, ouais. C'est un peu un rêve, c'était entre hommes et femmes, à partir du moment où la relation euh, est égalitaire au sens profond, c'est-à-dire que l'homme accorde une véritable existence non seulement au corps de sa femme, à l'être de sa femme, mais un crédit à sa dignité, à son intelligence, par exemple. Du coup, il l'écoute. Et Mhm. le grand anthropologue économiste Amartya Sen a montré que c'est dramatique, les systèmes de croyance, on pense que les femmes sont des crétines, et du coup elles ont beau parler, les hommes du village ne les écoutent pas, pourtant elles ont des très bonnes idées. Mais si vous pensez que la femme est une imbécile, imbécile ça veut dire sans bâton, et ça veut dire le bâton, donc c'est le phallus. Alors imbécile, le sexe imbécile, c'est sans bâton, le bâton c'est à la fois la rationalité, c'est ce qui permet de marcher. Et si j'étais psychanalyste, je dirais, ah, ah, c'est le phallus. Donc le sexe imbécile, sans bâton, elles se sont des crétines, donc elles sont charmantes, tout ça. Pour peu qu'elles soient charmantes, c'est très bien. Si elles sont moches, on s'en va en courant. Et donc si elles sont l'objet de désir, c'est délicieux tant que ça dure. Mais il ne faut pas qu'elles nous emmerdent, nous les hommes. Et alors auquel Mhm. cas, leur différence est écrasée et il n'y a plus de complémentarité. Mais pour que l'égalité existe vraiment entre hommes et femmes, et je dirais aussi dans l'autre sens, il ne faut pas que les femmes pensent, bon, cette espèce de macho, il m'emmerde, je l'écoute pas, etc. Ça va dans les deux sens aussi, mais disons qu'on est, comme l'histoire est plutôt misogyne que l'inverse dans son histoire collective, juridique, etc., même dans son histoire profonde. Donc on peut dire qu'on demande, si les hommes veulent profiter vraiment des femmes, et de l'intérêt d'être proche d'une femme, il faut qu'il accepte que peut-être ce ne soit pas la dernière des crétines. Et comme ça, il pourra l'écouter et écouter parce qu'elle raconte. Oui, mais tu vois, je reviens à ça, Véronique. Crétine, pas de phallus. Crétine, Comment? pas de phallus, car il lui manque quelque chose que l'homme a. Donc, Peut-être que l'homme pense ça. il brandit son truc et il court. Ah, c'est con. Non, s'il croit, si l'homme pense que les femmes manquent Eh de oui. l'essentiel, les hommes et qui font la masculinité, la belle masculinité entre copains, au sport, et s'il y a des femmes, elles gâchent tout, sont des emmerdeuses, bon, ben, l'homme va pas profiter de la belle complémentarité, les femmes vont le déranger. Je veux dire, dès qu'il y a combien de groupes comme ça sportifs, c'est ce qu'on Ouais. appelle le machisme, qui disent dès qu'il y a une femme, c'est la catastrophe. Mais même dès qu'il y a des femmes, ils s'ennuient, c'est moins excitant parce qu'ils pensent qu'elles sont des crétines. Que c'est pas intéressant. Un homme, c'est intéressant. Et ce truc-là, évidemment, ça empêche toute complémentarité. Mais tant pis pour eux, hein. Ouais, il loupe quelque chose, hein. Oui, Ils c'est louent, sûr. Ah ben ils ça c'est s'ennuient. certain, oui, oui, oui. Bon, parce qu'après tout, la femme aussi a quelque chose que l'homme n'a pas, hein. Ouais, un cerveau. Oh merde. Un cerveau, Non, ouais. il en a. Non, là vous charriez, là vous charriez, hein. Non, elle a tout simplement un vagin, un utérus, etc., que l'homme n'a pas. Bon, voilà. Oui, mais je dirais, et alors? Oui. Ben, oui, mais On pourquoi s'en fiche. donne-t-on un privilège Oui, Ben non. à ce qui est extérieur, extérieur? oui, voilà. Ça m'étonne beaucoup. euh, le rapport de l'intérieur et de l'extérieur. Euh, et on est dans une culture qui est beaucoup dans la monstration, dans, dans l'extériorité. Et avec justement des qualités intérieures de, ben, tout à fait, tout à fait déplorables, quoi. Enfin, comme disait Georges Bernanos,
voilà. La société moderne, c'est un complot contre l'intériorité. Je sais pas, je sais pas. Vous savez que c'est démontré que toutes les générations pensent des générations suivantes que c'est la décadence, que c'est la perte des vraies valeurs, que c'est la perte de l'intériorité, que c'est la perte. C'est vrai avec les moralistes depuis Rome, depuis qu'on a des textes. Et il y a plein de raisons à ça, que le goût des fraises n'a pas le même goût que dans le jardin de ma mère quand j'étais petite, parce qu'en même temps, les terminaisons nerveuses qui goûtaient le goût des fraises tendent à l'apoptose, à disparaître avec le temps. Et d'autre part, c'est vrai que la fraise du supermarché n'est plus celle du jardin de ma mère. Mais disons que on trouve toujours que vous savez, la maladie de Finkielkraut, c'est-à-dire jadis c'était bien, mais jadis c'était pas bien. Les jadis relisez Louis Pergaud, jadis il y avait de la cruauté, jadis il y avait de la souffrance, il y avait de Oui, l'inégalité dans les petits villages. Il y avait aucune intériorité. Je suis en train de lire Panaïtis Strati, auteur roumain. Mon Dieu, il dit dès qu'un jeune dans les milieux très populaires, très ouvriers, donc début du siècle, entre deux guerres en Roumanie, il dit que dès qu'un jeune est un peu fier de lui, il dit sa seule fierté, c'est dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, c'est de lui transpercer le ventre avec son grand couteau. Et il y a des morts tout le temps. Et la violence devient vraiment une chose, même à tel point qu'il dit qu'il faut enlever tous ces couteaux. Et donc, c'est très intéressant donc, moi, je pense que la modernité, il y a une diversité incroyable, que les gens sont extrêmement différents les uns des autres, et que si on veut être critique, il faut trouver la chose juste, et dans quel domaine, et voilà. Donc, c'est ce mm, que je répondrais un peu à ce que vous venez de dire, mais là, on touche plus le masculin et le féminin. On est un Ben, peu en dehors. je trouve pas qu'on soit complètement en dehors, parce que On la est- question quand même, c'est que comme les femmes ont été mises de côté, etc., elles ont quand même développé une intériorité, qui est même physique d'ailleurs, donc qui correspond à certaines Ah, je vous entends moins. Ça coupe. J'entends moins. infirmières, des choses qui sont plus. Alors attendez, non, Non, on pourtant vous ça entend pas. marche. Vous m'entendez plus là? Je parle vous fort. entends plus, mais on a compris les On femmes qui m'entend pas? développent une intériorité, si elles sont oui, comme les gens opprimés qui peuvent développer une intériorité, peut-être. Peut-être, oui, mais je sais pas. Oui, et que Je- ça peut être. Oui. Je sais pas. Hmm. On m'entend plus. Trouver des Ah. exemples. Virginia Woolf. Oui. Hmm. Oui, Virginia oui, Woolf. oui. Mais et c'est quelque Non, chose c'est que vrai qu'il les y a hommes peuvent développer. Voilà, oui, au oui, contact des femmes. Voilà. oui, oui, oui. Non, non, il y a des humours, il y a plein de qualités féminines, mais masculines aussi, c'est ça. Oui. On va dire que l'intériorité soit le privilège d'un des deux sexes. Non, non. Mais ça se développe plus dans l'oppression. De Peut-être. fait. De fait. Voilà, je pense. Je sais pas. C'est compliqué. L'intériorité, elle est propre à chacun. Je pense qu'elle est propre à chaque individu, à notre Hmm. histoire, à nos peurs, à nos craintes, à qui l'on est. L'intériorité, c'est vraiment propre à chacun, homme ou femme, peu importe. C'est vraiment individuel pour Mm. moi. C'est pas vraiment une généralité, ni homme, ni femme. C'est vraiment quelque chose qui nous appartient à nous. Enfin, en psychanalyse, c'est ce qu'on dit, hein, qu'on va chercher ce qu'il y a au fond de nous. Mhm. Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Jean-Marc Poncet, rien à dire? Allez, vas-y, pose-moi une question. Ou pose une question à Véronique. Pas forcément, mais effectivement, merci de faire le privilège de ce débat qui est un débat qui reste finalement extrêmement contemporain, même si ça fait un certain nombre de décennies que ça court. On va notamment parler du politique Sartre euh, avec Beauvoir, qui nous ont donné finalement une traçabilité d'impossible. Et on se rend compte que quelques décennies plus tard, ce possible n'est toujours pas réalisé.
Mais en même temps, j'entends dans ces réflexions un certain nombre de croyances, un certain nombre d'espoirs. Sommes-nous porteurs ou pas, ça va dépendre de chacun, bien entendu. Mais ce sont des réflexions qui méritent toujours notre attention, alors que l'on pourrait supposer, de notre point de vue d'occidentaux, que beaucoup de ces choses-là sont déjà derrière nous. Et en fait, pas du tout. Et là, quelque part, c'est un drame pour l'humanité. Oh, je suis assez d'accord, oui. On a toutes les tentatives d'analyse de la différence des sexes. Marx avait dit, je m'occupe de la production, mais pas de la reproduction. C'est trop de boulot, c'est trop compliqué, ce sera pour plus tard. Et donc, on peut dire que tout l'enjeu de la dissymétrie liée au champ de la reproduction, donc masculin-féminin, se pose complètement maintenant. Il faudrait peut-être avoir réglé les autres problèmes d'inégalité économique, sociologique, politique, raciale, pour pouvoir enfin faire face, puisque un homme sur deux est une femme, et réciproquement, à cet énorme problème de relation homme-femme. Et avec le genre de violence particulière que ça entraîne, etc., etc., de domination particulière, qui ressemble pas, qu'on peut pas réduire à une domination seulement sociale et économique. Il y a autre chose avec les rapports Oui, hommes-femmes. C'est ça qui oui. est très difficile. Et le premier féminisme des années 70, qui était porté par les groupes trotskistes, marxistes, ou le groupe des femmes du Parti communiste, les femmes françaises, je ne sais plus comment ça s'appelait, elles disaient ouvriers patrons, esclaves maîtres, et femmes hommes. Et non, non, parce que le patron a une épouse, il a des filles, l'ouvrier a une épouse, il a des filles, le maître a etc. Les esclaves sont sexués eux aussi. Et il y a la différence d'âge et la différence de sexe qui est une chose énorme et qui ne peut pas être mise sur le même plan qu'une différence purement économique. Et donc le premier féminisme a loupé un peu, mais il y avait une urgence qui était ces histoires d'avortement, qui était une catastrophe humaine, une tragédie effroyable. Il y avait les histoires d'avortement, il y avait les histoires de vraie inégalité. Et c'est vrai que les femmes, à travail égal, gagnent moins d'argent, et toutes ces choses-là sont encore vraies. Mais c'est un. Non, non, là où vous avez raison, c'est que la chose ne fait que s'ouvrir. À mon avis, si les horribles guerres qui nous entourent, si l'horrible problématique du réchauffement climatique, on pouvait la combattre, enfin, si tout allait un peu mieux, ce problème-là se poserait quand on pourrait enfin faire face vraiment à cet énorme problème, qui est la différence des sexes et les relations hommes-femmes. J'ai envie de poser une question. Oui, Ganaël a posé une question. Ah. Toi. Vas-y, Laurence. Après, Vas-y, Laurence. Oui. Non, je me posais la question par rapport à ce problème de différence de sexe, par rapport à la difficulté que ont certains jeunes à se déterminer dans un sexe. Et justement, est-ce que c'est pas tout ça qui induit en fait le problème, enfin le fait qu'on n'ait pas réglé le problème des sexes, qui fait que chez certains jeunes, l'idée de devoir, enfin de pouvoir et se dire de pouvoir choisir le sexe dans lequel ils vont pouvoir grandir et se développer. Est-ce que ça vient de tout ça, enfin de toute cette difficulté de la différence des sexes justement, et de se dire si j'étais de l'autre sexe, ce serait beaucoup mieux. Mais là où vous avez complètement raison, c'est qu'il y a des sociétés, mettons plus anciennes, prenons des sociétés même avant le 19e siècle en France, où les femmes n'avaient pas le droit de se couper les cheveux, de s'habiller certaines couleurs, de porter des pantalons. Même dans les lycées de filles, avant mai 68, le pantalon était interdit, sauf sous une jupe, et à condition qu'il fasse moins de 0 degré de température. C'est-à-dire que c'était criminalisé tous les déguisements de femmes en hommes. Et d'ailleurs, il y a pas mal de thèses d'historiens qui montrent que quand les femmes sous l'Ancien Régime voulaient voyager, elles se déguisaient en hommes pour voyager. Et Virginia Woolf raconte pour aller à la bibliothèque, elle se déguisait en homme. Donc l'interdiction de se déguiser, c'est bien une interdiction qui pesait sur le fait qu'on n'a pas le droit de mettre en question sa différence sexuelle. Donc on est obligé, sur interdiction de se couper les cheveux. Et d'ailleurs, Jeanne d'Arc s'est fait brûler les sophistes de la Sorbonne, c'est parce qu'elle avait donc
Oui. contrevenus à ces interdits, et donc d'identité sexuelle. Disons que dans notre société, ce qu'il y a d'assez extraordinaire, et peut-être que l'envers de la liberté, c'est une espèce de solitude et de perdition, c'est que à la naissance, dans nos sociétés, dans la solitude de la salle de bain et du miroir, or il y a bien des sociétés où il n'y avait ni salle de bain ni miroir, et donc le jeune, à la sortie de l'enfance, il se regarde, il dit à qui je ressemble, et surtout à qui il faut ressembler. Et on se rend compte que la liberté de s'habiller comme on veut, de se coiffer comme on veut, il n'y a plus même on peut aller en vieux jean crado, en surboom, il n'y a plus même la différence entre le bal, la robe de bal, etc. Tout ça. Et donc une espèce de liberté formidable quant à la construction de son apparence. Mais en même temps, alors comment je la construis? Et on s'aperçoit que les jeunes, ils ont tous le même t-shirt, le même truc. Cette liberté, ils ne l'utilisent pas. Et il y a une espèce de panique. À quoi je dois ressembler? Et c'est là une société qui donne une image très homogène. Donc on sait par exemple pour les filles que il faut être mince, il faut être la jolie fille. Si c'est un boulet, si c'est un boudin, c'est être gros, c'est être laid dans les cours d'école. C'est une injure atroce. Donc la dimension esthétique. Et puis après, à qui ressembler? Comment il faut être dans la bande? Quelle blague? Quel style? Et ce truc-là qui impose des nouvelles normes, même si elle se crée en miroir quand même avec le système d'images. On n'a jamais eu autant d'images autour de nos yeux que dans nos sociétés contemporaines, des images d'êtres humains, etc. Et cette question à qui faut-il ressembler devient une question à qui je suis. Si je ressemble à qui je dois ressembler, donc je suis ce qu'il faut être. Et donc ce truc-là, pour les adolescents, il y a des adolescentes qui ne peuvent pas quitter la salle de bain parce qu'elles n'arrivent pas à s'habiller, parce que ça marche pas, c'est jamais ce qu'il faut, et c'est un trouble énorme. Et donc, alors c'est pas le trouble sur l'identité sexuelle, mais c'est sur le trouble sur l'identité corporelle. Et on se rejoint quand même un peu. Et donc, on peut imaginer, alors pour le trouble sur l'identité sexuelle, est-ce que maintenant il y a un espace de liberté pour les signifier? Je pense que, bon, sans doute les psychanalystes vont nous dire que quand l'enfant, voilà, la sexualité est plurielle, à 12 ans, elle n'est pas encore la sexualité de l'adulte, ou que sais-je, les choix peuvent être diversifiés en fonction de la vie et des aventures de la vie, qui peuvent être plus ou moins marrantes d'ailleurs. Et je pense que à partir du moment où on ouvre la fenêtre, qu'on pourrait changer de sexe comme on veut, c'est assez vertigineux. C'est-à-dire, j'imagine que bien des troubles qui, dans d'autres moments historiques, auraient pris des symptômes différents, c'est-à-dire que l'anorexie, d'autres symptômes, dans ce type de société, l'idée de changer de sexe, c'est quand même assez vertigineux. Ça peut être très tentant. Et c'est pas forcément sur une base biologique, mais c'est quand même assez respectable. Et si quelqu'un, moi j'ai eu une étudiante sur les queers, enfin il y a maintenant, c'est assez compliqué hein, de dire le matin je suis un homme, l'après-midi je suis une femme, et c'est comme je veux. C'est délicat. Maintenant, si quelqu'un veut jouer à ça, joue à ça à 15 ans, si ça te fait marrer, mon Dieu, c'est de la liberté aussi. Oui. Mais c'est un peu étrange, hein, c'est pas forcément, et puis pour autrui, pour le partenaire, avec qui je suis. Alors, tu as un prénom féminin ou masculin? Comment on fait l'amour? Qui fait l'homme? Qui fait la femme? Euh, et c'est quoi être un homme? C'est être un peu plus violent, un peu plus possessif. Ça devrait pas être ça, être un homme. Je vais te répondre, Véronique, qui est l'homme, qui est la femme. Ah, je ne peux pas aller. Faut quand même. Déjà, l'enfant, il n'a pas d'identité sexuelle avant l'âge de 8 ans. Hein. Tout ce qui se passe avant, c'est la découverte. Hein. On joue à touche pipi. Voilà, c'est une découverte avant, c'est autre chose. Mais c'est pas que de la psychanalyse, parce que je crois qu'il y a autant d'idées psychanalytiques que de psychanalyse. Que de psychanalystes existants. Moi, j'ai mon idée, un autre aura une autre idée. Freud en avait une, elle a avancé, bien évidemment. D'abord, il n'avait pas trop sur ce sujet-là. Et ben, qui est l'homme, qui est la femme? Ben, pourquoi pas une fois l'un, une fois l'autre, en fait. On a tous un yin et un yang à l'intérieur de nous. On a des femmes qui ont un côté, on a tous un côté masculin. Là, nous, on montre toutes les deux notre côté masculin ce soir, mais j'ai aussi un côté très féminin et un côté très enfant. Donc, et les hommes ont aussi tous ces côtés. Hein. L'homme aussi, son côté enfant, son côté très féminin. Donc, on est tout.
dans l'acte sexuel, qui est qui, on n'en sait rien en fait. À part cette histoire de phallus que l'on emprunte à un homme qui nous le prête ou pas, je veux dire, qui est qui? On a tous une part de féminité et une part masculin. Hein. Nous, on montre notre part masculine, mais on n'est pas que ça. On n'est pas que des sorcières, des hommes, des femmes savantes sur un balai qu'il faut tuer, un peu comme Jeanne d'Arc, parce qu'elles ont une puissance. On a aussi une part de féminité très puissante et une part enfant. Voilà. Donc, Ganaël, tu as quelque chose à dire? Merci de me donner la parole. C'est très intéressant tout ça. J'aurais plein de choses à dire en fait, du coup. Vas-y, lâche-toi. Pour commencer, pour juste ce qui vient d'être dit, dans ma pratique de psychanalyse, j'ai accompagné là, ces dernières années 3 mamans qui ont eu, pour 2, c'était un garçon qui changeait de sexe, qui devenait des filles, et pour l'une, c'était l'inverse, une fille qui devenait un garçon. Et c'était assez difficile pour ces mamans parce que c'est vraiment le deuil d'un enfant en fait. Elles font le deuil de leur petit garçon et les adolescents n'ont pas forcément ça, ils veulent aller vite avant, surtout les garçons, pour pouvoir devenir une fille, avant d'avoir des poils, avant d'avoir la voix qui change, etc. Et le temps du deuil des parents, enfin, c'est très très compliqué. C'est vraiment facilité peut-être aujourd'hui, c'est bien. Mais c'est pas évident. J'ai l'impression que ce sont des parents qui sont un peu laissés sur le côté, quoi. Et ils ont beaucoup de mal à trouver des accompagnements euh, pour leurs enfants et même pour eux-mêmes. Donc, il faut qu'on se mette à jour, quoi. Ça doit aller. Et puis, oui, par rapport à tout ça, est-ce que ce serait pas aussi par rapport au tout début, vous parliez de ces différences d'hommes, de femmes dans notre société, notre culture, et est-ce que ce serait pas tout ça aussi en lien avec la prolifération des ressources par rapport au peuple premier, par exemple, il y a moins, j'ai l'impression, hein, qu'il y a moins ces soucis-là, qu'il y a une régulation naturelle qui se fait parce qu'on ne fait pas d'enfants s'il n'y a pas les ressources. Enfin, je dis pas qu'il faut retourner vivre dans les forêts comme l'époque de l'homme des cavernes, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des inspirations dans ces peuples premiers? J'ai été fascinée il y a presque 25 ans maintenant par la lecture de Barbara Goblewski, Du rêve à la loi chez les Aborigènes d'Australie. Et de mémoire, c'était alors très codifié, très ritualisé, etc. Mais en même temps, ça m'avait paru d'une logique euh, alors, je me souviens que c'était les enfants, les garçons qui choisissaient leur future belle-mère, c'est-à-dire les garçons de 7 ans à peu près, 7-8 ans, choisissaient leur future belle-mère parmi les jeunes filles qui étaient en âge de devenir matures sexuellement et de se marier. C'est-à-dire qu'ils choisissaient la jeune fille qui, elle, allait choisir un mari pour avoir des enfants et qu'ils se choisissaient comme ils choisissaient leur belle-mère, c'est-à-dire que si cette future femme a une fille, il la demanderait en mariage. Mais ils n'ont que 7 ans. Et donc, à 7 ans, ils sont déjà responsables d'un bébé qui n'est même pas encore existant, et en disant, si c'est une fille, ce sera ma femme. Donc, ils grandissent avec cette idée qu'un jour, ils seront un homme et ils auront une femme avec qui ils auront des enfants. Et au moment où cette jeune fille, donc, est en âge de se marier, c'est la fille qui choisit son mari, qui lui a une trentaine d'années, parce qu'il y a tout un tas de rituels d'initiation avant de pouvoir être épousable. Et ça, c'est formidable. Et si elle a une fille, ce jeune garçon qui était donc son promis, en fait, devient plutôt comme un parrain, nous, ce qu'on appellerait un parrain. C'est-à-dire que, puisque c'est la jeune fille qui choisit son mari, elle n'est pas obligée de choisir celui qui a choisi avant sa naissance. Et c'est vraiment génial. Du coup, tout enfant à naître a déjà au moins un parrain qui va veiller sur lui si jamais le papa meurt, la maman meurt en couche. Enfin, je sais pas, quoi. Toutes les petites filles à naître sont déjà potentiellement mariées symboliquement, et je trouvais ça excellent. Et ah oui, il y avait aussi un mythe avec ces esprits mimi euh, qui étaient des femmes. Et en fait, à l'origine, donc dans ce mythe aborigène, c'est un mythe du centre de l'Australie. Les femmes, en fait, avaient 3 jambes, c'est-à-dire qu'elles avaient un long sexe. Elles étaient puissantes et elles s'auto-reproduisaient entre elles. Et elles se promenaient comme ça dans le désert. Elles n'avaient pas d'hommes. Hein, voilà. Et un jour, elles sont tombées sur une tribu d'hommes qui avaient perdu toutes leurs femmes. Et donc, ils pleuraient, ils étaient tristes parce que sans femme, ils ne pouvaient pas se reproduire.
Et elles ont été touchées par ces hommes. Elles les trouvent un peu rustres, un peu grossiers, voilà, mais elles ont été tellement touchées qu'elles n'ont pas, elles ont voulu participer pour éviter leur extinction. Elles se sont auto-amputées de leur sexe viril pour pouvoir enfanter de ces hommes. Et c'est comme ça que chaque jeune fille qui devient une femme a un bâton. Je parlais tout à l'heure, Anne-Marie, de bâton à fouir, un bâton pour creuser dans la terre, pour trouver des racines, pour manger. Et je trouvais ça très intéressant aussi comme mythe. Bon, voilà, je sais pas, vous connaissez sans Donc, doute. si, c'est passionnant parce que pour le coup, c'est les descriptions de systèmes de transmission de la filiation et de choix d'identité sexuelle dans des systèmes différents du nôtre et décrits sérieusement. Il y a aussi les Inuits, ça aussi c'est fascinant. Vous avez une petite fille, elle sort, elle va faire pipi derrière un buisson, mais là, il y a l'esprit de son grand-père qui est mort la veille, qui lui rentre dans le corps pendant qu'elle fait pipi, et donc elle va revenir et elle est son grand-père, et tout le monde va l'accepter. Donc, elle va prendre un prénom masculin, elle va être traitée comme le grand-père, on va donner les meilleurs aliments. C'est-à-dire qu'elle aura changé de sexe. Et il y a plein de cultures comme ça où il est possible, par le biais du système de croyance, d'avoir une liberté de changer de sexe comme on veut. Mais surtout, moi, ce qui me semble le plus important pour la condition des femmes, c'est les cultures, et on les voit dans certaines populations décrites en Chine très, ou en Orient, où les femmes, où le père, mais il y en a aussi en Afrique, où la sexualité n'est pas du tout une souillure pour la femme. C'est-à-dire que quand elle n'est pas mariée, elle peut avoir un amant qui vient dans sa case, elle est jeune, elle n'est pas mariée, il peut y avoir des bagarres, des disputes, des jalousies, mais il n'y a aucune honte, ni souillure, et personne n'a honte d'elle. Et puis un jour, elle va être mariée, il n'y a aucun problème. Il y a pas, elle pourra, c'est-à-dire qu'elle peut avoir une sexualité libre avec les hommes qu'elle veut, et le mariage, c'est un peu autre chose qui va organiser l'économie, la filiation, etc. Ce qui est très différent de notre système à nous, où justement la sexualité est une souillure pour la femme en dehors du mariage. Ou si elle a une sexualité hors du mariage, c'est une fille perdue, c'est d'où le drame des avortements, c'est une fille, on la chasse, même si c'est parfois, si elle a été seulement violée, alors elle est quand même chassée, elle est quand même avilie par cette sexualité qui n'était pas dans les normes. Et donc, mais tout ce que vous avez décrit, et donc Barbara, les travaux de Barbara et bien d'autres montrent souvent des systèmes d'identité, de construction de l'identité et de rapport à la sexualité extrêmement différents de ce qui s'est passé à la fois avec les religions et les systèmes économiques, ce qui s'est passé en Europe, par exemple. Donc, merci, je trouve que c'est libérateur. Il faut savoir, c'est vrai pour les descriptions de sociétés animales et de modes de sexualité animale. Il n'y a pas du tout un seul modèle. Il y a plein d'animaux qui changent de sexe, qui ont des sexualités violentes, qui ont une sexualité au contraire pacifique, etc. Il y a pas un modèle, il y a plusieurs modèles. Et ça, c'est important de le comprendre. Ça veut pas dire, il faut pas dire il faut imposer ce modèle-là. Non. Disons qu'il y a les modèles qui produisent plus de souffrance et il y a des modèles qui produisent plus de jeu, plus de liberté, plus d'humour, plus de plaisir de vivre quand même. Oui, ça c'est une sacrée différence quand même. Oui, surtout dans la liberté d'être. Je me rappelle aussi chez les Aborigènes d'Australie, ils expliquent que quand on meurt, notre esprit ou notre âme, enfin, va dans l'arc-en-ciel parce que nous sommes dans le temps de l'arc-en-ciel. Mais en fait, le serpent arc-en-ciel, il a autant d'arc-en-ciel dans le ciel que sous terre. Et donc, on rejoint les esprits ancêtres. Et puis ensuite, quand on passe sous terre, on perd la mémoire, on oublie tout et on devient des esprits enfants. Et les esprits enfants vont choisir leur maman et les chatouiller sous les pieds pour faire danser la maman, pour l'amener vers le papa qu'ils ont choisi aussi, qui n'est pas forcément le mari de la maman. Et comme ça, ils font danser la maman en la chatouillant sous les pieds. Et en dansant, elle va séduire le papa et crac. Et comme ça, il peut arriver au monde. Et les enfants sont accueillis même s'ils sont hors mariage. Enfin, après, c'est Oui, vraiment on est loin de la Vierge Marie, oui, Oui, c'est ça. Bah oui, avec l'Annonciation. il faut être femme, voilà quoi. Et c'est vrai que je pense que les peuples racines pourraient vraiment nous éclairer, nous donner des ouvertures d'esprit. Enfin,
Je pense qu'on a beaucoup à gagner de s'inspirer de ces peuples plutôt que de réduire leur environnement et de vouloir les conformer à notre modèle à nous, quoi. Au moins respecter leur modèle. Déjà, ce serait déjà un énorme progrès. Mm. Et tout ça, voilà. Et c'est vrai que les ressources aussi font que euh, si on donne beaucoup de ressources, on fait beaucoup d'enfants, quoi, tout simplement. Et puis ben, les ressources naturelles elles ne peuvent pas. Je vois par exemple quand on va en Corse l'été, et ils sont obligés d'importer de la nourriture parce que eux-mêmes sur leur île n'ont juste de quoi manger pour eux en fait. Donc on vit sur une terre, mais c'est un peu comme un aquarium, quoi. Il faut qu'on prenne soin. Notre Non, écosystème, mais il ça, a. c'est un grand problème très étudié. Et il suffit, le riz a changé 4 récoltes par an, selon la production. Et il se trouve que l'espèce humaine a toujours trouvé des moyens de démultiplier la ressource au fur et à mesure que la démographie enflait. Donc, il faut voir là actuellement ce qui se passe. On a une période un peu grave de ce point de vue-là, mais en gros, la pénurie n'est pas le dernier mot comment dire, la pénurie des ressources n'a jamais été ce qui a freiné la démocratie de l'espèce humaine. La démographie, pardon. La démographie de l'espèce humaine. Donc, c'est des problèmes assez compliqués. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y a des questions? S'il n'y a pas de Ah questions, oui, il n'y a pas le micro. Est-ce que vous prévoyez d'autres réunions de ce type? ah oui, pourquoi pas? Vous en voulez d'autres? Vous voulez quoi comme sujet? Oh ben, le même, hein? Ok. Non, mais on va peut-être varier un peu, mais oui, on en fera, oui. Bah, Véronique, oui. Oui, oui, avec plaisir. C'est inépuisable. Oui. C'est Inépuisable. passionnant, hein, c'est Oui. Ah passionnant. oui. J'ai vu qu'il y a un monsieur qui a levé le doigt là. Oui, le monsieur, c'est Bernard. Bernard. Voilà, c'est ça. Oui, j'ai été obligé de vous quitter enfin, un petit moment, donc j'ai repris, donc il me manque un passage. Par contre, ce que vous évoquez est très... Vous m'entendez correctement? Oui, oui, tout à fait. Euh, donc, je voulais intervenir à certains niveaux parce que de la perception que j'ai de ce que vous évoquez entre les hommes, le phallus, enfin les femmes, avec une femme est un réceptacle, hein, si on la coupe, la fameuse coupe. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que dans nos sociétés occidentales développées, on a tendance à perdre de vue un certain nombre de valeurs, ce que les sociétés aborigènes conservent d'une manière, entre guillemets, primitive. Ce qui se passe, c'est qu'on est quand même des mammifères évolués qui avons la représentation de nous-mêmes par rapport à notre pensée et par rapport à la manière dont on est capable de se décrire, sans oublier qu'on est dans une évolution de société patriarcale où l'homme, avec son sexe, a pris le pouvoir en ne laissant pas la place à la femme. Et donc aujourd'hui, on est dans cette ambivalence où la femme est l'égale de l'homme, tout comme l'homme est l'égal de la femme, mais avec cette particularité qu'on veut dégenrer les enfants dans l'éducation qu'on veut leur passer en leur disant qu'ils peuvent choisir ce qu'ils sont, en oubliant le phénomène, comment dire, mammiférien dans lequel on est, puisque à la naissance, on ne choisit pas d'avoir un sexe mâle ou un sexe femelle, mais il est nécessaire pour l'évolution de l'humain d'avoir cette double particularité. Par contre, ce qu'il est quand même, c'est qu'on est dans une société où, avec le pouvoir que s'est accaparé l'homme avec son sexe, fait que la femme retrouve une place qu'elle n'aurait jamais dû perdre dans la société, c'est-à-dire cette place qui lui est qui est nécessaire, et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, c'est la femme qui est porteuse de l'humanité, puisque sans la femme, il n'y aurait pas d'enfant. Bien évidemment, elle ne peut faire cela toute seule.
Alors, on peut parler de manipulation génétique pour y arriver, mais ça, on n'en est pas encore là. Donc, enfin, à mon sens, ce combat, après, bon, j'ai ma philosophie, donc à mon sens, le combat homme-femme devrait cesser et la femme devrait trouver pleinement sa place dans la société avec le respect qui lui est dû. J'ai bien compris aussi le fait que l'homme, pour maintenir son pouvoir, est plutôt, comment dire, comment vous avez utilisé le terme, mais ça m'a un peu échappé. C'est-à-dire que c'est lui le meurtrier des femmes. C'est souvent dans les drames familiaux, c'est souvent l'homme. Statistiques de féminicide. Voilà, enfin, Oui. voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, ce qui se passe aussi dans les sociétés, dans nos sociétés modernes, l'éducation fait qu'on est en permanence en compétitivité. Et comme ces sociétés patriarcales ont réduit la place de la femme à la partie congrue, et moi, j'entends encore aujourd'hui des adolescents ou des jeunes qui considèrent que la place de la femme, ce n'est pas au travail, c'est à la cuisine, s'occuper du ménage et des enfants. Donc, bien évidemment, tout ça, c'est ancré en nous par rapport à notre inconscient collectif que l'on se traîne depuis des millénaires. Et donc, on ne change pas et on ne bascule pas dans un autre système de pensée, comme ça, en un claquement de doigts. Bien évidemment, c'est en développant des rencontres et en mettant en avant ce type de débat que vous avez, mais à mon sens, mettre en avant uniquement la sexualité par rapport le phallus, par rapport à la succion, par rapport à ce qu'on veut, si vous voulez, ça se comprend et ça s'entend, mais pour moi, c'est continuer un combat. De trouver une position, mais ce n'est pas ramener les choses à un niveau égalitaire. Alors, je ne sais pas si je suis très clair et très précis dans ce que j'ai voulu exprimer, mais voilà en gros ce que j'avais envie de partager avec vous. Non, ben, vous avez fait toute une vision théorique homogène de comment vous voyez la situation. C'est sûr que bon, moi, bon, j'entends ce que vous dites, je vous remercie. Voilà, j'ai pas tellement si vous voulez, de réaction. Vous dites dans votre langage comment vous voyez la problématique, et on est tous d'accord pour dire que l'idéal serait plus d'égalité, en même temps que l'amour, les passions, un peu de respect aussi, plus de dignité pour les deux, dans les rapports humains entre hommes et femmes, et surtout plus d'égalité dans la société. La société y gagnerait et le talent des femmes pourrait s'exprimer. Mais donc voilà, voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Je vous remercie pour votre analyse. Voilà. Ah, il se trouve, si vous voulez, que je suis avec cette analyse du fait qu'aujourd'hui, je suis dans une évolution de thérapeute. Donc, j'entends quand même énormément les problématiques qu'ont les femmes en souffrance. Donc, si vous voulez, d'un autre côté, ça m'apporte aussi un certain éclairage. Alors, bien évidemment, ce ne sont pas des statistiques, ce ne sont que des personnes dans leur unicité et dans leur féminité, dans leur souffrance, si vous voulez. Voilà ce que je peux partager avec vous. D'accord, merci. Ben, je vous remercie. Et moi qui vous remercie. Juste un petit point, oui, effectivement, je serais intéressé si vous amenez d'autres débats, c'est très enrichissant et donc je serais énormément intéressé et partie prenante pour assister à d'autres conférences. Je vous remercie tous. Alors, je ne sais pas, vous êtes sur mon Facebook, non? Je ne sais pas si je suis sur votre Facebook. Dites-moi votre nom, on va aller vous chercher. J'ai vu passer la conférence, si vous voulez. Sur Facebook, sûrement. Oui, oui, je l'ai vu sur Facebook, la conférence, mais... Voilà, bah, vous surveillez. Je sais, on fera sûrement autre chose. Est-ce qu'il y a encore des questions? Autrement, je vais dire une ou deux phrases, puis je vais passer à Laurence, enfin, après à Véronique et à Laurence. Véronique, tu veux dire quelque non, chose? j'ai rien à rajouter, merci. Ok. Véronique, tu veux dire quelque chose?
Non, ben je vous remercie tous. Et puis, de toute façon, c'est un sujet inépuisable et ça n'est que le début d'une réflexion, là. C'est le début d'une grande Dans les relation. sciences sociales, Oui. même s'il y a déjà Mm. pas mal de travaux, mais c'est un truc en évolution permanente. Alors, je vais dire une ou deux phrases et je vais te passer, Laurence, le message. Alors, je vais redire ce que j'ai dit au début parce que j'aime bien cette phrase. C'était: tant que l'enfant n'est pas au monde, il est à la mère. Tant que l'adulte n'est pas au monde, il est à la mère. Alors, je vais reprendre un mot qu'a dit Bernard, là, qui m'a bien plu. La femme est la coupe. L'homme ouvre les bouteilles de champagne et les portières de voiture. L'humanité a donc trouvé son équilibre. Il n'y en a plus rien à craindre. Voilà. On est bien dans le truc. Laurence, je te laisse terminer, je t'en prie. Bon, bah, je tenais à remercier Véronique Naumgrap d'avoir participé aujourd'hui à cette rencontre entre psychanalystes sur l'association de psychanalyse moderne. Voilà, et c'était vraiment très instructif. Et effectivement, j'ai tout à fait conscience que c'est un sujet d'une grande, enfin, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses importantes à dire sur ce sujet. Et en fait, c'est vraiment un sujet inépuisable parce qu'on peut partir dans tous les sens. Il y a quelque chose à travailler sur cette différence des sexes. Voilà. Je voulais aussi remercier Anne-Marie pour voilà, sa participation sur l'organisation de cette rencontre avec vous. Voilà, et remercier aussi tous ceux qui sont venus assister à cette conférence et qui, je l'espère, ont pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Voilà. Moi, je vous Elle va remercie être en tous. ligne, hein. Merci Elle va être Anne-Marie. en ligne. Ah, je te l'enverrai, Véronique, elle va être en ligne, la conférence, il n'y a pas de souci. Et on prend un rendez-vous toutes les deux, on se rappelle, on vous refait un second tour dès qu'on a une disponibilité. Au revoir à tous et merci. Au Au revoir, au revoir. revoir tout le Au monde, revoir. merci. Merci beaucoup.